Bonjour, nous allons commencer notre analyse de la culture populaire à travers la notion elle-même, à travers les termes de culture et de populaire qui, nous allons le voir, ont chacun une grande variété de sens possibles et ont connu une grande évolution. Ce qui fait que la polysémie de chacun de ces termes, la polysémie de la culture, la polysémie du populaire, va se trouver comme exponentiellement dans l'expression qui les juxtapose de culture populaire. Nous allons voir qu'en réalité, il faut bien cerner de quoi on parle quand on parle de culture, de quoi on parle quand on parle de populaire, pour essayer de cerner de quoi on parle quand on parle de culture populaire. Et ça va expliquer le fait que beaucoup d'utilisations du terme de culture populaire peuvent sembler même a priori contradictoires. Et ce que nous verrons dans une prochaine capsule, de quoi parle-t-on quand on parle de culture populaire. Donc aujourd'hui, il s'agit véritablement de cerner les deux composantes essentielles, l'histoire de l'évolution des sens du mot culture, l'histoire de l'évolution des sens du mot populaire et en quoi l'expression culture populaire hérite de ces différents sens. Bien, donc paradoxe d'une locution, culture populaire. La locution, donc, culture populaire, que nous utilisons de façon très, comme quelque chose qui est devenu très familier, présente en fait un défi à la conceptualisation de par sa polysémie exponentielle, du fait qu'elle cumule deux termes qui eux-mêmes ont quantité de différents sens et qui, de plus, sont fortement chargés sur le plan idéologique. Tout d'abord, le terme culture, du latin cultura, formé à partir du supin de collere, cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver, pour désigner à l'origine l'entretien de la nature en vue de la rendre propre à l'habitation humaine. Ce sens est resté, évidemment, lorsque l'on parle de l'agriculture, lorsqu'on parle de cultiver son jardin, etc. Donc, c'est vraiment par une extension de sens que le mot culture en est venu à désigner ce que nous entendons aussi par le mot de culture. Et c'est autour de Cicéron, donc penseur, homme politique, philosophe romain, que l'extension de sens s'est créée. C'est lui qui introduit l'expression cultura animi, la culture de l'âme. Et je cite dans les Tusculanes, donc, or la culture de l'âme, c'est la philosophie. C'est elle qui extirpe radicalement les vices, met les âmes en état de recevoir les semences, leur confie et pour ainsi dire sème, ce qui, une fois développé, donnera la plus abondante des récoltes. Donc, vous voyez que la métaphore est véritablement filée dans cette citation. C'est à partir de l'image concrète de l'ensemencement de la terre que la philosophie est présentée comme une sorte de ensemencement de l'âme. Et la culture de l'âme est vraiment l'extension de l'idée de cultiver le terrain, un jardin, débroussailler les mauvaises herbes, permettre la germination et la floraison des semences. Donc, c'est vraiment à l'origine, c'est une métaphore, l'idée de culture appliquée non pas à l'agriculture, mais à l'esprit.
Et il y a un article auquel je vous renvoie sur justement cette notion de cultura. Cicéron est l'origine de la métaphore latine. La culture est présentée comme une vocation, comme l'œuvre d'une vie. Il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Et c'est un mot beaucoup plus récent du maréchal Foch que l'on connaît pour son action pendant la Première Guerre mondiale, mais qui illustre bien, selon Novara, l'idée de progressio naturae, donc la progression de la nature, et cette idée que le travail que la culture est avant tout un travail, que c'est quelque chose qui n'est jamais achevé, de la même façon qu'il faut cultiver un jardin, on ne le cultive jamais d'une fois pour toutes à jamais, mais qu'il faut régulièrement entretenir l'âme par le moyen de la culture. Donc, ce qui est essentiel pour Cicéron, c'est véritablement le travail de se cultiver. C'est l'aspect l'aspect de l'action elle-même. C'est une idée qui va avoir une grande importance, on le voit, pour la suite des idées en Occident. Et ce n'est pas un hasard si, à la Renaissance, ceux qui se nomment eux-mêmes humanistes et qui le font en hommage à Cicéron, puisque c'est à partir d'une autre idée cicéronienne qui est celle de humanitas, l'humanité. Ce n'est pas un hasard donc que, en faisant appel à une idée de Cicéron qui est celle de l'humanité, ils font aussi appel à l'idée de la culture de l'esprit. Et les deux sont vraiment très intimement liés parce que l'humanité pour Cicéron est aussi un travail de dépassement, de construction de soi. Ce que d'ailleurs les Allemands vont garder jusqu'à nos jours dans le langage courant, parce que un des termes germaniques pour la culture, c'est Bildung, et le Bildung, c'est la construction de soi. D'où d'ailleurs une importante tradition dans la littérature allemande, qui est le Bildungsroman, le roman de formation, de construction intellectuelle et culturelle de soi. Donc, les humanistes reprennent une notion cicéronienne, celle d'humanitas, et ils reprennent aussi la notion cicéronienne de la culture de l'esprit. Donc, en fait, on va voir comment, à travers les humanistes européens, la métaphore va se diffuser et se vulgariser. C'est aussi la grande époque, évidemment, de l'imprimerie, un impact très différent, une diffusion dans plusieurs groupes sociaux de ces idées-là vont faire que c'est une expression qui va entrer progressivement dans le langage courant. Nous pouvons citer, par exemple, parmi les textes importants dans cette généalogie de comment on en est venu à concevoir la culture, c'est Samuel Pufendorf dans De Iure Naturae et Gentium, donc du droit naturel et du droit des gens, de 1672, qui va être une sorte de bible de la bourgeoisie européenne. Il y en aura plusieurs, mais celle-ci en est une. Insiste justement, de façon tout à fait cicéronienne, sur la culture comme caractéristique et devoir même de la nature humaine. La cause est non seulement, je cite, qu'il a reçu de loin plus de dons l'être humain que les bêtes, les animaux, dont qu'il donne lieu à une culture remarquable et fructueuse, mais aussi que les devoirs auxquels il est lié, il ne peut les remplir comme il convient s'il n'a pas développé par la culture la faculté hantée en lui et ne l'a rendu apte aux actes prestigieux. Vous voyez là vraiment une sorte d'apologie de la culture comme le devoir du citoyen et qu'on dira très bientôt
éclairée. On est là aux abords du siècle des Lumières, qui vont d'ailleurs citer Pufendorf entre autres. Et c'est vraiment cette idée que c'est par la culture que l'homme se distingue de l'animal et qu'il ne suffit pas de laisser pousser, si l'on veut, sa raison, etc., à l'état naturel, voire sauvage, mais qu'il faut véritablement qu'il y ait un travail sur soi de culture. Se cultiver. Toutefois, donc d'un côté, on va l'expression de la culture, se cultiver, va être une expression qui va entrer dans toutes les langues latines à partir de cette étymologie du latin, du terme latin. Mais parmi les multiples conséquences, et ce ne sont jamais des processus unilinéaires dans l'histoire des idées et dans l'histoire des notions, des termes, cette banalisation va quand même engendrer une vision qu'on pourra dire une vision normative et qui est surtout marquée par le fait que l'on passe de l'emphase dans l'action de se cultiver, qui était ce qui intéressait Cicéron, que l'on passe à la substantivation, le fait qu'on commence à parler de la culture. Comme un terme, comme un substantif. Donc, d'un processus complexe de travail sur soi, l'on passe à une sorte de thésaurisation, d'essentialisation et à un clivage entre ceux qui ont acquis la culture, et qui sont donc dits cultivés, et ceux qui sont restés incultes, du latin incultus, qui, à l'origine, là aussi, était un terme agricole et qui voulait dire littéralement un terrain en friche négligé. Et donc, les incultes, c'est ceux qui sont privés de la culture. Et en français, la première utilisation du terme au sens d'inculte, au sens de celui qui ne fait pas preuve de culture intellectuelle, il date quand même déjà assez loin, de l'époque des humanistes, justement, au XVe siècle, Jean Robertet, dans son épître à Châtelain, qui était un des grands intellectuels de l'époque. Donc, une scission se fait autour de la métaphore et entre le fait de désigner soit l'action de se cultiver, soit le résultat de l'action, le fait d'être cultivé. Cette fossilisation a une raison d'être. Historiquement, elle va de pair avec une progressive fétichisation de l'érudition classique qui est devenue le capital symbolique des classes dominantes. Avec l'humanisme n'est pas quelque chose qui a été fait en vase clos et malgré son aspect émancipateur et essentiel pour l'évolution de la modernité, mais en même temps, l'humanisme était évidemment, le fait de pouvoir avoir une éducation humaniste était quelque chose de réservé à une stricte élite très limitée dans le corps social. Cette élite, elle se caractérise de plus en plus par sa connaissance de l'antiquité gréco-romaine, l'antiquité classique, dite classique, et l'érudition classique va devenir l'emblème de ce qu'on va appeler la culture au singulier. Et à partir de ce moment-là, la différence entre ceux qui ont la culture, ceux qui ont accédé à ce système de transmission du savoir
de l'Antiquité revue par les humanistes modernes, et ceux qui ne connaissent pas cette culture-là, va être donc un clivage de plus en plus tranché. Et il y a un véritable schisme qui se crée. Et l'honnête homme, ce qu'on appelle l'honnête homme, qui est au fond le représentant de l'élite, se caractérise par sa condition d'être cultivé. Et inversement, on va de plus en plus mépriser ceux qui ne sont pas cultivés comme étant quelque chose qui les dissocie complètement de la catégorie des élites dominantes. Et donc ça se fait par un double processus. D'un côté, au niveau des idées, mais aussi au niveau des institutions. Et c'est toute l'étude qu'a fait le sociologue allemand Norbert Elias autour de ce qu'il appelle la civilisation des mœurs, et au sens justement de comment une élite commence à se distinguer radicalement du commun par non seulement le fait qu'il a une connaissance poussée de savoir quelque peu euh, 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 ésotérique au sens strict, au sens étymologique, c'est-à-dire vraiment réservé, qui n'ont de sens que pour une certaine communauté et dont la connaissance est une chasse gardée. Donc ça, c'est leur connaissance de la culture classique, mais aussi, c'est ce qui intéresse beaucoup Norbert Elias, par le fait que de plus en plus, les courtisans qui vivent à la cour commence à se distinguer radicalement du vulgaire, de ce qu'on appelle à l'époque le vulgaire. Et cette distinction, elle est brutale parce qu'elle passe non seulement par le fait d'avoir de l'argent et le montrer par une consommation totalement ostentatoire, que ce soit au niveau de la façon dont on s'habille, au niveau de le mobilier, la richesse matérielle dont on s'entoure, mais par le fait que de plus en plus, il y a des rituels extrêmement complexes pour ce qu'on appelle l'étiquette, la bienséance, et pour montrer si on est bien élevé ou non. Et donc, c'est là où, par exemple, Elias donne plein d'exemples souvent cocasses et rigolos, là où les gens mangeaient, autant les nobles que les roturiers, ils mangeaient avec leurs mains, bah, tout à coup, on commence à manger avec des ustensiles dont on multiplie l'éventail. Différents types de couteaux, différents types de cuillères, différents types de fourchettes pour différents mets, pour différentes occasions, etc., etc. Donc, que ce soit au niveau de la façon dont on mange, de la façon dont on parle, non seulement par le fait qu'on utilise un langage beaucoup plus soutenu, mais la façon même, les accents, etc., etc. La façon dont on utilise son corps. Norbert Elias a été pionnier dans ce sens que depuis les années 20 du XXe siècle, il a été un grand historien des corps et de la façon dont on façonne socialement les corps et la discipline à laquelle on soumet les corps. Donc tout ça a été fait pour opposer radicalement l'idée de l'élite cultivée et la majorité de la population qui était inculte. Bien, de cela, il reste des traces. Quand on continue à dire que quelqu'un est cultivé ou qu'il est inculte, ben, c'est vraiment cette dichotomie que l'on met en œuvre. Et des notions aussi, comme dans le monde anglo-saxon, on continue à parler de high culture par opposition à la low culture, donc la haute culture réservée à l'élite dominante, et la basse culture réservée au commun des mortels,
au bas peuple, etc. Et cette idée-là, donc, qui a une sorte de hiérarchie qui se crée entre, elle se déplace un peu, comme vous voyez, entre une haute culture et une basse culture. Mais au fond, c'est l'idée de la culture. Est-ce qu'on détient la culture et les codes de la bonne culture légitime, ou est-ce qu'on en est privé? Et dans ce cas-là, on est soit un culte, soit on n'a que une sorte de ersatz, de substitut, qu'est la basse culture, ce qu'on appellera aussi la culture populaire, comme on le verra. Donc, dès lors, l'emploi au singulier, comme lorsque vous avez un ministère de la culture, donc le ministre de l'Éducation et la culture, aura tendance à renvoyer implicitement à un essentialisme, à une opposition essentialiste qui oppose la culture au singulier, donc la vraie culture, la seule culture, seule légitime, à tout ce qui en est exclu. Alors que ce soit parce qu'on fait l'opposition entre culture et divertissement, donc la vraie culture, celle qu'on apprend au contact des grandes œuvres du passé, etc., versus le divertissement des masses, les formes non académiques d'expression artistique, mais aussi les mœurs vulgaires, la façon de se conduire à table, d'être mal poli, mal élevé, grossier, vulgaire, etc., etc. Donc, c'est toujours ces oppositions-là que, d'ailleurs, encore une fois, Norbert Elias a très bien, dont Norbert Elias a très bien tissé les interactions. À ce titre, si on considère la culture comme quelque chose de singulier, que c'est le propre des gens cultivés, etc., alors le terme même de culture populaire relèverait de l'oxymore, d'une opposition, d'un non-sens, d'une juxtaposition de deux termes opposés. Parce que cette culture-là, elle n'est pas populaire. Elle ne correspond pas à la majorité des gens. Or, ironiquement, et c'est là où on commence avec les paradoxes et les ironies qui viennent avec les termes. En fait, quand on va se mettre à parler de culture populaire, au début, ça va être pour dire qu'il faut que la culture, dans ce sens singulier, soit diffusée auprès du plus grand nombre. Donc, les premiers usages du terme de la culture populaire vont venir de tentatives de pédagogues dans l'orbite d'influence de Rousseau, voire révolutionnaire, tel qu'un célèbre pionnier de la pédagogie moderne, Johann Heinrich Pestalozzi, qui parle de créer une éducation populaire qui porterait les bienfaits de la culture aux strates défavorisées qui en sont encore privées. Et le terme de sa conférence, le titre de sa conférence est très parlant. The Address of Pestalozzi to the British Public, soliciting them to aid by subscriptions his plan of preparing schoolmasters and mistresses for the people, that mankind may in time receive the first principles of intellectual instruction from their mothers. Donc, la conférence de Pestalozzi au public britannique, leur demandant la souscription pour l'aider à un plan qui préparerait les maîtres et maîtresses d'école du peuple pour que l'humanité puisse un jour recevoir les principes essentiels de l'instruction intellectuelle de leur mère, en 1818. Donc, ce sens va continuer. On va encore le retrouver à la fin du 19e siècle. Il y a tout un grand mouvement qui va aller de pair, ça va être un des grands chevaux de bataille du socialisme et des progressistes du 19e siècle, c'est porter la culture au plus grand nombre. Mais là, on est vraiment dans l'idée que
on est encore dans l'idée de la culture au singulier, que c'est ce qui fait que l'on est cultivé, de posséder cette culture-là. Donc, l'héritage de l'Antiquité gréco-latine avec tous les apports significatifs de la pensée moderne, donc de porter cela au plus grand nombre. Voilà. Donc ça va être vraiment un des vecteurs à la fois de l'expression culture populaire, mais aussi de la volonté en finir avec l'élitisme de la culture et de faire la promotion, la diffusion de la culture auprès de toute la classe sociale. C'est l'idée d'une démocratisation de la culture. Bien, mais en fait, cette expression-là va rester quand même assez différente de ce que l'on entend généralement par culture populaire. Et pour qu'on puisse avoir l'expression d'une culture populaire qui serait différente de la culture scolaire, lettrée, élitaire, que l'on apprend dans les grandes institutions qui vont rester encore fermées au peuple pendant très longtemps, jusqu'à l'idée d'éducation gratuite pour tous, obligatoire, qui va s'installer vers la fin du 19e siècle dans des pays comme la France, mais qui va peu à peu essaimer vers d'autres pays. Donc, l'expression culture populaire dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens où ce serait une culture du peuple différente de la culture scolaire, des élites, dans ce sens-là, il faut qu'il y ait un autre sens apporté au terme de culture qui puisse le libérer, disons, de la dimension dogmatique et restrictive. Parce que vous comprenez, si on reste dans l'idée qu'il y a juste une culture et que sinon, si on ne la détient pas, on est inculte, dans ce sens-là, on ne peut pas imaginer qu'il y a différentes cultures, dont une culture qui serait scolaire et une culture qui serait populaire. Alors, pour qu'on en arrive là, il aura fallu la longue révolution du relativisme culturel. Le relativisme culturel est inauguré par le contre-coup de l'expansion coloniale dans la pensée européenne. C'est du fait que l'Europe devient une puissance coloniale que, avec ce qu'on appelle les grandes découvertes, au fond, les entreprises de colonisation, comme l'on sait, c'est par le fait d'être confronté à différentes cultures que une série de penseurs, d'abord extrêmement minoritaires, commencent à se dire qu'au fond, peut-être qu'il n'y a pas juste une façon de faire, mais qu'il y a peut-être plusieurs cultures qui sont tout autant légitimes les unes que les autres. Ça entre en conflit, évidemment, avec les théories, les doctrines officielles de l'époque, notamment celle de l'Église, avec l'idée de la suprématie morale de l'Église chrétienne sur toutes les autres religions, donc sur toutes les autres cultures, et le fait que seuls les chrétiens détiennent la vérité et que les autres cultures, au fond, ne sont que des versions erronées de la vérité révélée. Donc, c'est une minorité qui commence à contester ce modèle-là, mais qui va être de plus en plus importante. Quand on pense le chemin qui passe de Montaigne, Michel de Montaigne, un des premiers à mettre dans ses essais, à mettre en question la suprématie culturelle de la chrétienté. Et on en arrive comme ça à John Locke, qui sera une des grandes influences sur le siècle des Lumières et sur la modernité, qui formule explicitement
dans son Essay on Human Understanding, son essai sur l'entendement humain, 1690, fin 17e, donc début du 18e presque de ce qui va être le siècle des Lumières, et il formule l'inexistence de ce qu'on avait conçu comme dogme, qui étaient les idées innées dans l'esprit de l'homme, l'homme avec majuscule, l'être humain, et à travers l'idée de la relativité des normes culturelles. Et je cite, c'est un moment important aussi, qui prendra la peine de lire avec soin l'histoire du genre humain et d'examiner d'un œil indifférent la conduite des peuples de la Terre pourra se convaincre lui-même qu'excepté les devoirs qui sont absolument nécessaires à la conservation de la société humaine, qui ne sont que trop souvent violés par des sociétés à l'égard des autres sociétés, donc la guerre, on ne saurait nommer aucun principe de morale, ni imaginer aucune règle de vertu qui, dans quelque endroit du monde, ne soit méprisée ou contredite par la pratique générale. Donc ça, c'est le côté très avancé, très osé de Locke, qui dit, au fond, ce que nous, on trouve normal et on trouve bien, bah, on va trouver inévitablement une société où ce sera vu comme quelque chose de mauvais ou comme quelque chose de nuisible, quelque chose à proscrire. Et vous voyez que c'est le côté polémique qu'avait déjà mis en scène Montaigne quand il prenait la défense du cannibalisme. Le cannibalisme était présenté par les colonisateurs espagnols et autres comme l'emblème de la barbarie, de la sauvageité des Mayas, des Aztèques, et à travers le cannibalisme, ils exposaient la supériorité de leur religion et donc légitimaient la conquête. Ils disaient, vous voyez, ce sont des barbares, ils mangent des êtres humains, on ne peut pas les laisser à eux-mêmes, il faut absolument les contrôler. Donc, Montaigne prend la défense du cannibalisme en disant qu'au fond, c'est une pratique que les Européens ont connue dans l'Antiquité. Les Européens vénéraient tels que les anciens Grecs, que ce n'est pas plus cruel de consommer la mort d'un ennemi que d'appliquer la torture comme le fait l'Inquisition ou les atrocités que connaissent les guerres de religion à l'époque ou les atrocités des conquistadores eux-mêmes sur les populations autochtones. Donc, cette grande critique qui commence avec Montaigne, elle continue, on le voit chez Locke, et pour qui c'est donc la preuve qu'on ne peut pas. Donc, il y a des sociétés où le cannibalisme est interdit, il y a des sociétés où il est permis, il y a des sociétés où la monogamie est la norme, il y a des sociétés où la polygamie est la norme, il y a des sociétés matriarcales, il y a des sociétés patriarcales, enfin bon. Donc, c'est vraiment le début du regard anthropologique et c'est d'ailleurs à partir de cette idée de relativisme, de relativisation des cultures, que l'idée même de l'anthropologie pourra naître et se développer comme discipline. Donc, il faut aussi se rendre compte, à travers ces exemples-là, que la mise en évidence de la relativité culturelle a commencé très tôt et qu'en fait, elle a précédé la mise en œuvre d'une terminologie qui lui soit appropriée. Donc, d'abord, on est devenu sensible à la chose et ensuite, petit à petit, on s'est mis à parler de relativisme et on s'est mis aussi à transformer le sens de mot culture dans le sens du relativisme. Et c'est en Allemagne que le tournant relativiste de la culture va vraiment s'opérer. Alors l'Allemagne, c'est pas innocent. Il y a une forte tradition depuis la réforme protestante d'opposition contre les prétentions universalistes de l'Église catholique romaine. Donc, cette sorte de prétention du clergé romain à
à l'universalité de la vérité, etc., etc. Donc, il y a une tradition en Allemagne de dissidence intellectuelle et de particularisme, d'importance de du particularisme culturel. Et donc, c'est un terreau fertile pour l'idée même de relativisme et de relativisation. Donc, la langue allemande emprunte au français le terme de Kultur pour désigner à la fois le processus général de devenir cultivé. Il parle ou civilisé, c'est un terme que l'on utilise beaucoup, culture et civilisation, l'un pour l'autre, bien qu'ils soient différents. Je ne vais pas entrer parce que c'est un long débat. Il y a un très bel article de Lucien Febvre, un vieil article donc de ce pionnier de l'histoire des annales sur les cultures et civilisations. Donc, le Kultur en allemand désigne à la fois le processus général du devenir cultivé et le progrès du développement humain dans l'histoire. Mais c'est un philosophe qui va avoir une grande importance pour ce débat, c'est Herder, qui va s'insurger contre la prétention universaliste de la Kultur au sens traditionnel et au sens hérité du français. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle « Vers une philosophie de l'histoire pour la culture de l'humanité » de 1774 que Herder postule ouvertement le relativisme culturel. Chaque groupe humain et sa culture ne peuvent être compris que comme produits de leur histoire particulière. Donc, il n'y a pas une histoire, une culture, une seule culture. Il y a des cultures au pluriel. Et il s'oppose notamment à la vision de l'histoire qu'avait Voltaire, mais ironiquement, il se réapproprie un des termes utilisés par Voltaire, qui est celui de l'esprit des nations. Et donc, chaque nation est dans un sens qui n'est pas celui de l'État-nation encore. C'est un peu le sens de peuple, on va y revenir tantôt quand on parlera du peuple, mais chaque culture, disons, aurait son propre esprit. Bon, Herder radicalise cette vision-là, puisqu'au fond, pour Voltaire, elle était quand même très cantonnée par une sorte de progrès général de la civilisation qui correspondait au fond à la civilisation telle qu'il la connaissait, la civilisation de cour française et des salons français. Donc Herder s'insurge contre ça. Il y a des raisons sociopolitiques. Les Allemands sont divisés. L'Allemagne n'existe pas. C'est une myriade, une mosaïque de principautés, et les Allemands sont culturellement dominés par l'influence française. Et de plus en plus, des jeunes intellectuels comme Herder et tous ceux qui vont former le début du romantisme allemand, ce sont des gens qui veulent secouer le joug de la bienséance, de la courtoisie française et qui vont militer pour une culture véritablement germanique, véritablement allemande. Et autochtones de leur propre pays. Alors, Herder considère que chaque peuple, en allemand, c'est Volk, et c'est du germanique que l'anglais, d'ailleurs, tient son terme de folk lui-même. Donc, chaque peuple, Volk, incarne un génie unique, qui lui est unique, Geist, donc un génie, un esprit, et c'est le Volksgeist, l'esprit du peuple. Et cela forme un tout. Ses valeurs, les valeurs d'un peuple, ses croyances, ses traditions et son langage ne peuvent être compris que de l'intérieur, adoptant le point de vue de ses membres. Et donc, le Volksgeist allemand, pour Herder, ne peut correspondre au Volksgeist français, ni britannique, etc. Chacun a sa particularité. Et dans ses idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, qui est restée inachevée, Herder écrit
Rien n'est plus indéterminé que ce mot « culture » et rien plus trompeur que son application à toutes les nations et à toutes les périodes. Il conteste donc le mythe du progrès unilinéaire qui aboutirait, selon un chemin grossièrement évolutionniste, qui ferait que la culture supérieure, c'est la culture européenne. Tout le reste, c'est juste des étapes, des échelons de l'humanité vers ça. Donc, il écrit « La pensée même d'une culture européenne supérieure est une insulte flagrante à la majesté de la nature. » Herder, qui a une base religieuse forte dans sa réflexion, considère qu'au contraire, le propre de la création, il est dans ce paradigme-là, eschatologique, le paradigme de la nature, c'est la variété. Si la divinité a voulu la variété des cultures, c'est parce que chaque culture a quelque chose d'unique qu'elle a pour contribuer à la création. Donc, le fait de dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre est bel et bien, selon ce schéma-là, une insulte à la création. Donc, il est nécessaire pour Herder, et à partir de lui, de parler des cultures au pluriel. Non seulement les cultures spécifiques et variées des différentes nations, ce qui était déjà très important, et ce qui va fournir les bases de l'anthropologie. D'ailleurs, Herder pose les jalons d'une anthropologie culturelle, mais aussi, et ça va être très important pour la suite des choses, mais aussi qu'il existe des cultures différentes à l'intérieur d'une même nation. La culture des groupes, de différents groupes sociaux. Donc, à rebours de l'idée du développement historique unique qui établirait une hiérarchie entre les peuples, le terme Kultur va signifier le génie propre de chaque peuple. La notion donc de Volksgeist. Les romantiques vont développer cette idée contre la notion traditionnelle de culture, la culture comme étant la culture que l'on apprend à l'école, dans les institutions éducatives, etc. Mais aussi contre l'autre notion qui est concurrente, qui est celle de civilisation, et qui d'ailleurs en allemand prend des connotations très spécifiques. C'est l'idée que les Allemands vont de plus en plus opposer la Kultur comme ce qui est vraiment le propre du pays, de la culture du peuple, à la civilisation qui serait plutôt cette sorte de culture des élites transnationales qui se caractérisait au XVIIIe par la prédominance dans les cours européennes du français et le fait que dans les cours princières allemandes, on parlait français. Les aristocrates parlaient français, c'était la langue. D'ailleurs, il y a un beau livre qui s'appelle « Quand l'Europe parlait français » sur toute cette question. Et donc, voilà, ça va nourrir une grande opposition conceptuelle dans la langue allemande qui n'a pas vraiment d'équivalent, cette opposition entre Kultur et Civilisation. Dans la plupart des langues romanes, on va souvent utiliser l'un ou l'autre de façon un peu indistincte, bien que peu à peu, on crée des différences entre les deux. Donc, avec les romantiques, la notion de culture nationale, de culture traditionnelle, mais aussi de culture populaire, et on va commencer à parler en anglais de folk cultures, va s'opposer aux tentatives de globalisation, qu'elles soient politiques, Napoléon avec son idée de créer une nouvelle Europe, etc., économique avec l'industrialisation. Et ça va être une des idées forces du nationalisme moderne. Le nationalisme va beaucoup s'appuyer sur cette notion d'esprit du peuple, sur cette notion de la culture particulière, propre à chaque peuple. Donc, vous voyez que pour qu'on puisse parler d'une culture populaire comme une culture du peuple, il fallait véritablement que l'on libère le terme culture
de sa simple appartenance essentialiste à avoir de la culture ou ne pas en avoir. Parce que la culture scolaire reste donc l'œuvre des privilégiés et que si l'on veut parler d'une culture populaire, c'est bel et bien en faisant de la culture quelque chose de beaucoup plus relatif. Bien, donc, cette notion-là va osciller, nous dit Raymond Williams, un des pionniers des Cultural Studies britanniques, osciller entre le radicalisme et la réaction conservatrice, et le plus souvent, nous dit-il, dans la confusion d'une mutation sociale majeure, fusionnant des éléments des deux. Donc, on va trouver chez les socialistes des réflexions sur la culture populaire, mais on va aussi les trouver du côté conservateur, etc. Donc, le terme va être, le terme de culture et son association avec le terme de peuple vont être vraiment investis par toute une série de conflits idéologiques. Dès lors, la notion de culture va s'inscrire dans une double tension. D'une part, l'acception universelle qui l'oppose globalement à la nature, culture versus nature. Et de l'autre, le sens relativiste désignant les mœurs et les coutumes des peuples. Mais aussi, entre un usage restreint aux œuvres de l'esprit légitimées par les traditions, c'est notamment la culture scolaire, ce qu'on apprend dans les institutions scolaires, et une approche plus large, englobant les manières de penser et de faire de différents groupes, que ce soit les nations, les ethnies, les classes, etc., etc. Et cette tension va elle-même être en évolution, et c'est elle qui va permettre de réfléchir aussi autour de la question de la culture populaire. Chacun de ces termes connaît sa propre évolution. Ainsi, l'idéal essentialiste de la culture, au sens scolaire légitime, est lui-même traversé par une tension entre son aspect de thésaurisation, donc la culture classique, qui va rester un pilier du cursus scolaire. On va continuer à enseigner le latin et le grec ancien jusqu'aux années 50-60 du XXe siècle, et ça va former le cœur de l'apprentissage scolaire. On va continuer à considérer qu'une personne cultivée connaît le latin et le grec, c'est le socle de l'éducation occidentale. Donc, d'un côté, cette culture classique qui peu à peu s'ouvre à la culture moderne, mais c'est très récent qu'on commence à étudier la modernité dans les écoles. En fait, pendant très très longtemps, on étudiait les classiques, et les classiques voulant dire véritablement la culture classique. Alors peu à peu, on va s'ouvrir à des œuvres plus modernes. Donc, tension entre cette vision-là, qui regarde essentiellement vers le passé, et la notion très importante au XIXe siècle de progrès, notamment social. Alors, voilà une sorte déjà de conflit latent entre le culte du passé, le culte de l'avenir, la notion de progrès. Et justement, les théoriciens du progrès social vont souvent être les avocats de la diffusion de la culture au sens essentialiste à toutes les couches sociales. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans un texte important de 1848, année d'une révolution majeure en Europe et en France et en Europe, c'est L'avenir de la science d'Ernest Renan. Je cite, « La fin de l'humanité, par conséquent, le but que doit se proposer la politique, c'est de réaliser la plus haute culture possible, c'est-à-dire la plus parfaite religion. » Et là, c'est intéressant l'équation que Renan crée entre religion et culture. Il fait en fait de la culture la nouvelle religion contre l'Église. C'est-à-dire la plus parfaite religion
par la science, la philosophie, l'art, la morale. En un mot, par toutes les façons d'atteindre l'idéal qui sont de la nature de l'homme. Et là encore, des échos cicéroniens. Il est dans la nature de l'homme de se cultiver. Cette haute culture de l'humanité ne saurait avoir de solidité qu'en tant que réalisée par les individus. Par conséquent, le but serait manqué si une civilisation, quelque élevée qu'elle fût, n'était accessible qu'à un petit nombre, et surtout si elle constituait une jouissance personnelle et sans tradition. Le but ne sera atteint que quand tous les hommes auront accès à cette véritable religion et que l'humanité entière sera cultivée. Donc vous voyez que là, c'est une évolution importante du premier sens de la culture essentialisée. Est-ce qu'on a de la culture ou est-ce qu'on est un culte? Là, c'est vraiment l'idéal qu'il faut que toute la société soit cultivée. C'est ça le sens du progrès. Parallèlement, la relativisation, donc l'inverse, l'idée que les cultures sont relatives, etc., elle se radicalise dans le temps. On commence de plus en plus, le 19e, c'est aussi le grand siècle de l'histoire, de l'historiographie, et on commence à se rendre compte qu'il y a eu une succession historique de cultures et qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'il y a eu différentes cultures, la culture féodale, la culture prémoderne, la culture égyptienne, etc., etc. Et aussi dans l'espace. Et il y a une exotisation, si l'on veut, de la notion de culture avec l'idée d'incorporer de plus en plus de cultures au fur et à mesure que la colonisation met en contact l'Europe avec des nouvelles populations un peu partout sur le globe. C'est notamment une grande époque de colonisation de l'Afrique, l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Alors, Gustav Klemm, en Allemagne, crée sur les pas de Johanna de Lung ce qu'on appellera l'histoire culturelle, avec une œuvre colossale, Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit, donc une histoire culturelle générale de l'humanité en 1843. Et Klemm va, à partir de la vision herdérienne, qui est une vision holistique, il y a une culture pour un peuple, et ça, c'est toutes des choses qui seront évidemment contestées par la suite, par les études culturelles et autres, mais qui sont quand même des jalons importants à cette époque-là pour le relativisme culturel. Donc, il va reprendre l'idée de Herder, de la culture, dans l'analyse des différentes composantes de la culture. Il va s'intéresser, Klemm notamment, à la culture matérielle. Donc, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans on est cultivé parce qu'on connaît Sophocle, Échille, Aristote, Platon, etc. Là, c'est vraiment la culture au sens que lui donneront l'anthropologie. L'histoire de la façon de bâtir les maisons, par exemple, n'est pas la même selon les cultures, etc. Et alors, par contre, on trouve là un autre grand problème de la pensée de la modernité, c'est que Klemm va suivre un schéma évolutif qui va de la sauvagerie initiale, ce qu'il considère les sauvages, jusqu'au culte moderne de la liberté, qui serait le pinacle de l'évolution historique. Donc là, on retrouve un peu le problème un peu beaucoup, le problème du schéma évolutif qui ferait de l'Europe le summum, etc. Lui, c'est plus relativiste parce qu'il considère que chaque culture a ses propres codes, etc., etc. Mais il considère quand même qu'il y a une suprématie de l'Europe moderne avec son culte de la démocratie, de la liberté. Il considère que c'est une valeur supérieure. Et cette supériorité européenne, qui passe à l'époque pour quelque chose d'un préjugé totalement amplement partagé, est ancré aussi dans ce qu'on appelle le racisme scientifique.
Quand on parle du racisme scientifique, ce n'est pas du tout parce que le racisme serait scientifique, mais justement parce qu'au XIXe siècle, le racisme se présente sous un dehors, dans une rhétorique de la scientificité. Et c'est ça sa particularité, c'est ça aussi sa dangerosité, évidemment, c'est que alors qu'auparavant, on peut parler de xénophobie, de des intérêts, des cultures les unes pour les autres, animadversité, puis plusieurs cultures se sentant supérieures les unes aux autres, etc. Au XIXe siècle, on essaye de légitimer le racisme en disant qu'au fond, il y a des bases scientifiques pour démontrer la supériorité de l'Européen. Et justement, c'est un des grands problèmes du schéma de pensée, et c'est un des grands problèmes de la théorie de Clem, qui annonce une tradition sinistre qui va peser sur les sciences culturelles en Allemagne, et notamment en Allemagne et ailleurs. Et d'ailleurs, Clem postule aussi une science générale de la culture, Allgemeine Kulturwissenschaft, en 1954. Et c'est en Allemagne que l'on va commencer à parler justement des sciences de la culture, de sciences culturelles. Et c'est dans ce tournant important qu'on trouve un exemple majeur de l'histoire culturelle allemande, de la Kulturgeschichte, qui est un livre qui est encore très intéressant à lire aujourd'hui et qui est resté vraiment un classique incontournable pour tous les gens qui s'intéressent à l'époque de la Renaissance italienne. C'est la somme de Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, en 1860, qui est traduite en français justement, non pas par le terme de culture, mais de civilisation. Et il y aurait là un contresens. Il y a un contresens d'un point de vue allemand intéressant, tel que je le signalais auparavant. Donc, dans ce travail, pour la première fois, Burckhardt met en rapport tous les aspects de la culture d'une époque. Alors que ce soit les aspects traditionnels, la politique, la religion, l'art, donc tout ce qu'on en considère comme les matières nobles qui avaient suscité l'intérêt des historiens avec lui, mais il s'intéresse aussi à des aspects de ce que nous, maintenant, nous appelons la culture populaire. Il s'intéresse à la mode, à comment on s'habille à la Renaissance et pourquoi. Quel est le changement dans l'attitude par rapport à la façon dont on s'habille. La façon dont on fête les festivités, il y a toute une belle partie qui est consacrée là-dessus. L'étiquette, Norbert Elias, qui va écrire presque un siècle plus tard, est un héritier de Burckhardt. C'est grâce au travail entrepris par Burckhardt que Norbert Elias commence à s'intéresser à l'histoire des façons de s'habiller, de l'histoire de façon de se moucher, par exemple, l'invention du mouchoir, le maquillage, tout ça. La vie domestique, etc. Donc, en fait, Burckhardt donne une vision totalement globale d'une époque, la Renaissance italienne, en mettant en relation tous les éléments de la culture, des plus anodins et des plus populaires jusqu'aux plus élitaires et jusqu'aux plus philosophiques, etc. Et en faisant cela, il montre vraiment la cohérence culturelle d'une époque. Et dans ce sens-là, c'est vraiment encore de nos jours une œuvre majeure et pour tous les gens qui s'intéressent à l'histoire en général, c'est une référence incontournable. Comment peut-on concevoir l'histoire et au-delà de
ce qu'on avait souvent considéré comme des faits historiques, les guerres, etc., etc. Là, avec Burckhardt, c'est vraiment tout devient histoire et tout devient également intéressant pour l'historien. Et c'est cette omnivoracité qui sera reprise par les historiens français des annales, par les historiens britanniques de l'histoire culturelle, sociale, etc., etc. Ce fut une sorte de révélation. Donc là, vous avez une des éditions récentes. Évidemment, il existe une série de traductions françaises aussi. Ce fut donc le travail de Burckhardt fut une sorte de révélation, montrant qu'une culture ne se réduisait pas à ses productions intellectuelles les plus prestigieuses, mais intégrait tous les aspects de la vie sociale. Parallèlement, on ne pouvait pas réduire une culture à ce que faisaient les élites. Contrairement à ce qu'on pensait bien avant lui, c'était la Renaissance, c'était Leonardo da Vinci, Botticelli, Raphaël, etc., etc. Machiavel pour la théorie politique. Mais on ne peut pas, pour Burckhardt, on ne peut pas réduire la Renaissance à ces œuvres-là. La Renaissance, c'est l'intégralité du corps social en Italie et les transformations sont des transformations, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient idéologiques, esthétiques, etc. Ce sont des mutations majeures de l'ensemble de la culture des cités italiennes de cette époque-là. Avec d'ailleurs un protagonisme tout à fait nouveau du peuple dans les cités européennes de la Renaissance. Ce n'est pas un hasard que ce soit justement la Renaissance italienne qui intéresse Burckhardt pour ses thèses sur la culture. Donc, on ne peut pas réduire la culture aux élites, mais on doit contempler l'ensemble du corps social, incluant ce qu'on appellera plus tard la culture populaire, le carnaval, les blagues obscènes, par exemple. Il y a toute une partie sur l'obscénité, etc. C'est toutes des pistes qui vont être suivies par les historiens culturels et les historiens de la culture populaire encore de nos jours. Bien. Donc ça, c'était en train de se passer du côté de l'histoire et de la notion que la culture est plurielle et qu'il y a une pluralité de cultures historiques au sein même d'une même société. La culture française du XVIIe n'est pas la même chose que la culture du XVIIIe, etc., etc. Mais ce sera dans la discipline émergente de l'anthropologie que le terme de culture va connaître son élargissement sémantique définitif, en nette opposition avec la vision restrictive classiciste. Burnett Tyler, qui était un lecteur de Clem, va avoir une célèbre définition qui va vraiment être utilisée par les Cultural Studies dès leur début. C'est dans Primitive Cultures de 1871, donc la Bible de l'anthropologie culturelle moderne. Tyler est un des vrais fondateurs de l'anthropologie, tel qu'on l'entend. Et alors, pour Tyler, c'est très important, qu'est-ce que la culture? La culture, c'est un tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Vous voyez que là, vraiment, on n'est plus du tout dans la culture au sens, est-ce que c'est l'art, est-ce que c'est la philosophie, est-ce que c'est la religion? C'est tout ensemble. C'est les coutumes, la façon dont on fait les choses, la façon dont on fabrique les poteries, la façon dont on s'occupe des animaux, la façon dont on s'habille, la façon dont on meurt, les funérailles, tout ça, c'est la culture pour Tyler. Et tout ça est relatif. Chaque culture a sa façon de traiter les morts, chaque culture a sa façon de concevoir les liens familiaux, sa façon de concevoir, de traiter la guerre, de s'habiller, etc., etc. Alors, cet élargissement
est d'abord conçu pour rendre compte des cultures radicalement autres dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas un hasard si le terme choisi, c'est primitive cultures, les cultures primitives au sens anthropologique. Ce qui l'intéresse, Tyler, c'est vraiment les premières sociétés humaines. Cette idée du primitivisme des cultures, de ces cultures et l'évolution culturelle vers des formes plus complexes, des cultures historiques, etc., entrer en conflit avec la prétention universaliste de la culture comme une entité absolue. Et ça ne veut pas dire que le sens de la culture était totalement détruit. Et au même moment, d'ailleurs, que Tyler écrit, il y a une défense radicale de la culture comme quelque chose de singulier dans un livre célèbre de Matthew Arnold, Culture and Anarchy, de 1869, où justement, c'est la culture ou l'anarchie. C'est pour lui, si on ne réussit pas, si la société britannique, les sociétés européennes ne réussissent pas à transmettre la culture classique, elles vont tomber dans l'anarchie, puisque l'opposé de culture pour Arnold, c'est bel et bien l'anarchie. Quand on n'est pas cultivé, on est forcément dans un chaos social. Alors, les deux sens, vous voyez, s'opposent de façon très, très radicale. 1869, Culture and Anarchy, 1871, Primitive Cultures. Donc là, vraiment, on a deux écoles très différentes. Et ça va créer deux façons de voir très, très, très différentes. Parce que pour l'une, il ne peut y avoir qu'une culture et la notion de culture populaire ne peut être la culture du peuple si elle n'est pas cultivée, ne peut être qu'anarchique, ou sinon, du côté de Tyler, on peut parfaitement comprendre qu'il y a une culture du peuple qui est différente de la culture des élites et qui a ses propres codes, etc., etc., de la même façon qu'il y a des sociétés très différentes qui ont des cultures très différentes. Alors, cette opposition allait traverser la modernité et qui va elle-même, au sens surtout de modernisme, au sens anglo-saxon, modernism, donc tout ce courant esthétique, littéraire, philosophique qui va de la fin du 19e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Le modernisme va être vraiment tiraillé entre d'un côté la nostalgie de la culture comme une culture universelle, ancré dans le canon de l'Antiquité classique. C'est ce qu'on va retrouver chez plein de monde, de T.S. Eliot, le poète anglais, Thomas Mann, le grand romancier allemand, le théoricien canadien Northrop Frye, le théoricien américain encore vivant Harold Bloom. Et d'un autre côté, donc, culture universelle, la nostalgie de ce moment où il y avait encore des grandes valeurs qui étaient partagées, qui étaient les valeurs de l'Antiquité, etc. Et le constat croissant du relativisme culturel qui va être renforcé par le processus de décolonisation et l'émergence de sociétés de plus en plus multiculturelles. Donc, où l'idée même d'une culture hégémonique est devenue problématique. Alors, parallèlement à ceci, le champ culturel s'est autonomisé progressivement dans les sociétés modernes. C'est-à-dire qu'en fait, avant, la culture était très fortement dépendante d'institutions comme l'Église. L'Église a eu le monopole de l'éducation pendant des siècles. L'Église avait aussi pendant longtemps le monopole de l'art,
l'art était commandité majoritairement par l'Église. Mais il y avait aussi les monarchies et le prince, les rois, qui avaient leur fonction de mécénat autour de la cour. C'était un autre haut lieu de création culturelle, et souvent le seul pour les poètes, par exemple, les musiciens. Ces choses-là, ils allaient dans la cour quand ils ne pouvaient pas travailler pour l'Église. Peu à peu, il y a eu de plus en plus d'espaces qui se sont créés relativement autonomes. Et c'est ce que Habermas a étudié par rapport à la formation de l'opinion publique, la notion d'opinion publique. Au fond, elle a eu besoin de créer des institutions autonomes. D'abord, ça a été les salons, qui étaient une forme un peu transitionnelle. Les salons étaient aristocratiques ou bourgeois. Ils ont continué à durer longtemps. Les salons ont continué à être importants jusqu'au XXe siècle. Maintenant, c'est plus compliqué, c'est plus les networks, les réseaux, etc. Mais bon, les salons ont été importants comme des endroits qui n'étaient pas nécessairement des mécénats, mais c'était des endroits où la culture circulait, où les idées, les débats, etc., circulaient. Et puis, peu à peu, on a créé de plus en plus d'institutions où la culture s'est autonomisée. Et elle ne dépend plus de l'Église, elle ne dépend plus de la monarchie, elle dépend des fois de l'État, de la subvention de l'État, des fois elle dépend de partenariats privés, etc. Enfin bon, c'est un peu le monde tel qu'on le connaît maintenant. Alors les auditoriums, les salles de théâtre, les galeries d'art, mais aussi les athénéums qui ont été très importants pendant tout le 19e, 20e siècle en Europe et en Amérique, donc des endroits où une élite pouvait discuter librement de la politique, etc., etc. Donc, le champ culturel a eu ses espaces, devenu autonome par ses espaces. Et il est devenu autonome par ses codes et ses rituels, ainsi que par ses lignes de démarcation. Et c'est ainsi que beaucoup de ces espaces, de ces rituels, ont opposé des formes de culture légitimes, d'autres illégitimes. Et c'est ainsi que, par exemple, la culture légitime est là ces lieux que je viens de citer, auditorium, salle de théâtre, galerie d'art, les salles d'opéra, les grands salons aristocratiques ou bourgeois. Et inversement, la culture populaire avait ses propres espaces, ses propres codes. Alors, c'était le cabaret, le music hall, qui a été très, très important pendant tout le 19e jusqu'à la naissance du cinéma. Les fêtes foraines, les cinémas qui ont apparu d'abord dans les fêtes foraines, justement, et dans les music halls, dans les lieux les plus canailles et les plus populaires de l'époque, avant qu'on commence à construire des cinémas, des vraies salles de cinéma spécifiques pour le cinéma. Les journaux tabloïds comparés aux grands journaux de la grande presse, les romans feuilletons, les spectacles burlesques. Plus tard, ce sera les salles X, par exemple, pour le cinéma pornographique, etc., etc. Donc, la culture s'est autonomisée, à la fois dans son sens élitaire et dans son sens populaire. Parallèlement, une certaine mystique de la culture s'est établie, qui en a fait l'antidote au déclin de la religion. Et ça, c'est un vieux thème qui remonte d'ailleurs à Herder et les romantiques allemands. Et en grande partie, le culte de la culture que connaît la modernité est une sorte de nostalgie de la religion perdue. Et l'aura dont se parent les grands auteurs, les grands génies, le culte du génie au XIXe siècle, c'est vraiment hérité du culte de la religion, l'aura de la religion et du clerc, du sermon, le prédicateur, des auteurs comme
comme Victor Hugo, etc., sont vraiment des héritiers de cela. Et le supplément d'âme, donc la culture comme supplément d'âme d'une société positiviste qui désenchante le monde, c'est la théorie du désenchantement du monde de Max Weber. La science a désenchanté le monde et pour le réenchanter, il ne nous reste que la culture, l'art, la musique, etc. C'est ainsi que Malraux inaugure en 1966 la Maison de la Culture d'Amiens. C'est Malraux, André Malraux, le grand romancier, mais aussi théoricien de l'art, homme politique, cinéaste. Malraux a inauguré en France ce qu'on appelle les maisons de la culture. Et c'est en soi un vrai militantisme dans le sens du 19e siècle socialiste, etc., pour que le plus grand nombre puisse avoir accès aux œuvres les plus exigeantes de la culture moderne. Et l'idée de la maison de la culture, qui existe aussi dans d'autres pays qui s'en sont inspirés, mais l'idée de la maison de la culture, c'était justement que offrir à des prix abordables et dans toutes les provinces françaises des œuvres majeures pour qu'elles ne soient pas réduites aux salles de spectacle les plus chères, etc., etc. Donc, les maisons de la culture ont eu vraiment une grande importance pour la démocratisation de la culture au sens de la culture légitime. Et peu à peu, ça va entrer en conflit avec le relativisme culturel de la culture populaire. Mais encore en 1966, André Malraux, qui est en quelque sorte un des derniers représentants de cette grande tradition dont je vous parlais, de la mystique de la culture, écrit et dit « La signification de la vie était donnée par les grandes religions et plus tard par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions. » On vient de citer, j'ai cité Ernest Renan. C'est clairement l'idée de Renan, celle-ci, que la science va substituer la religion. Donc, la signification de la vie était donnée par les grandes religions et plus tard par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde. Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Vous voyez là vraiment la grande rhétorique, on peut trouver même des ancêtres chez Bossuet, etc., la grande rhétorique chez Malraux pour défendre face à un sentiment de l'absurde qui est le propre du monde après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, après Hiroshima, etc., face à cette sorte de désarroi total de l'homme moderne, il ne lui reste que la culture dans ce sens quasi messianique. Mais c'était déjà en 1966, Malraux, comme De Gaulle, étaient des figures déjà d'une France du passé. En 1966, la France est déjà au rythme du yéyé, du rock and roll, de Johnny Hallyday, etc., etc., et du cinéma de la nouvelle vague. C'était déjà une France qui était en train d'avoir une vision beaucoup plus relativiste de ce qu'était que la culture. Et les propres maisons de la culture vont devoir, dans les années qui suivent, vont devoir ouvrir leurs portes à des formes de culture populaire qui étaient vraiment très éloignées de ce que Malraux avait en vue initialement et qui était surtout le grand théâtre, la grande musique classique, etc., etc. Donc, dès lors, la notion de culture reçoit trois sens principaux et contrastés, recensés par Raymond Williams. Premièrement, culture, le nom indépendant et abstrait qui décrit un processus général de développement intellectuel, spirituel et esthétique.
voyez, là, c'est les valeurs de la culture comme haute culture. L'équivalence, la culture, c'est la haute culture. Deuxièmement, le nom indépendant qui soit utilisé de manière générale ou spécifique, qui indique un mode de vie particulier, qu'il s'agisse d'un peuple, d'une période, d'un groupe ou de l'humanité en général. Et là, c'est Tyler, c'est le relativisme culturel. Il n'y a pas une culture qui serait la haute culture, mais il y a plusieurs cultures, dont la culture populaire. Et trois, le nom indépendant et abstrait qui décrit les œuvres et pratiques de l'activité intellectuelle et surtout artistique. Et c'est la culture comme ministère de la culture, donc la musique, la littérature, la peinture et la sculpture, le théâtre et le cinéma, etc. Donc c'est un peu un mixte, c'est à la fois la haute culture, mais c'est aussi progressivement ouvert au cinéma. Plus tard, ça va être ouvert à la musique pop, etc., etc. C'est l'idée de la culture comme un sens spécifique de création. Et vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose que le deuxième sens qui, lui, fait que la culture, c'est tout ce qui se fait dans une société. Ce n'est qu'à partir de ce deuxième sens anthropologique que l'on a pu reprendre l'idée de Herder de l'existence des différentes cultures et dans une même société, et donc une culture populaire. Donc, il y aurait une culture bourgeoise, il y aurait une culture scolaire, il y aurait une culture populaire. Et de là, on a pu élargir le troisième sens, donc de ce qu'on englobe comme les produits culturels, pour y intégrer des productions de la culture populaire, le cinéma populaire, la musique populaire, etc. Bien, mais c'est là qu'on bute sur le deuxième terme de notre locution, qui est tout aussi polysémique et encore plus idéologique, c'est la notion de populaire. Jusqu'ici, on l'a évoqué en passant par rapport à la question de la culture, mais là, c'est ce qu'on va devoir se poser comme question dans notre prochaine capsule. Bien, j'espère que ces notions qui sont un peu arides, il faut bien l'avouer, mais qui sont quand même très importantes puisque encore de nos jours, on va entendre des critiques de la culture populaire qui viennent de l'idée que la culture doit être impérativement la haute culture et que donc tout ce qui sort de cela ne peut être qu'une sorte de dégradation, etc., etc. Et inversement, voir pourquoi il y a un côté émancipateur dans l'idée qu'il y a autant que c'est aussi important les aspects de la culture quotidienne, matérielle de tous les jours, qu'ils sont tout aussi légitimes que les productions de l'esprit et que la musique populaire est tout aussi légitime dans ses propres codes, selon ses propres règles, que d'autres formes de musique, etc., etc. Donc, c'est important de bien saisir ces distinctions-là. Merci beaucoup. Au revoir.